Bonjour téléspectateurs d'Embele TV. Je suis venu aujourd'hui au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio pour rencontrer un cadre de Sédhiou, vraiment un grand intellectuel, un homme politique, un acteur politique, André Fossard Souané, quelqu'un qui nous a encadrés à l'université, qui a été une de nos grandes références en matière d'études. Donc Fossard Souané, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Dembele TV et à tous vos admirateurs? Merci beaucoup, Monsieur Dembele. Donc, je suis vraiment honoré de recevoir Dembele TV ici à mon bureau situé au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio. Pour me présenter, je dirais que je suis un fonctionnaire du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Pour mon parcours, j'ai fait mes études primaires dans mon village natal Samekanta, dans le département de Sédhiou. J'ai fait le lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Après le baccalauréat, je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément au département de philosophie, où j'ai eu mon DEA en 2001 en philosophie politique. Voilà. J'ai eu ma maîtrise en 1999. Et c'est en 2001 que j'ai eu mon DEA. Et c'est la même année que j'ai fait mon entrée à l'école normale supérieure, l'actuelle FASTEF, au département de philosophie, où j'ai obtenu mon KS, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Après, j'ai enseigné naturellement dans le secondaire. J'ai fait quelques établissements en tant que stagiaire, mais aussi en tant que titulaire. J'ai fait le lycée Maurice Delafosse, mixte. J'ai fait la maison d'éducation Mariamaba, toujours comme stagiaire. Mais j'ai été professeur certifié. J'étais au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda jusqu'en 2006. Quand j'ai quitté Alpha Molo, je suis venu au lycée moderne de Rufisque, toujours comme professeur de philosophie. Donc c'est à partir de là que j'avais réussi au concours d'entrée à l'école nationale d'administration, où je me suis inscrit en section enquête économique, qui fait qu'aujourd'hui, je suis commissaire aux enquêtes économiques principales et je suis en service au ministère du Commerce et des PME. Mais avant d'être nommé au poste où je suis actuellement en tant qu'inspecteur des affaires administratives et financières, j'ai été chef de service. J'ai été chef de service, j'ai été directeur national aussi. Donc actuellement, je suis l'inspecteur des affaires administratives et financières de ce grand ministère du commerce, de la consommation et des PME, ministère dirigé par M. Abdou Karim Fofana, qui est en même temps porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup. Comme vous le savez, voilà, c'est un grand intellectuel avec un parcours vraiment brillant. Donc, Fossard André est une très grande référence. Il a toujours été pour nous quand on était à l'université. Donc, on a séminé avec lui dans l'association des étudiants de Sédhiou. J'ai été son secrétaire général. Il en était le président. Qu'est-ce que vous retenez de cette association-là? Ah oui, là, c'est un bon souvenir, ça. L'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Sédhiou. J'ai eu l'honneur d'en être le président au moment où l'association, on peut dire qu'on était en train de la ressusciter. Ça, parce que nos anciens
nos anciens, comme les Seydou Touré, les Moulay Touré, etc., quand ils sont partis, il y a eu une phase de léthargie, disons. L'association n'était plus tellement était plus animée. Donc c'est avec notre génération, avec les Omar Sall et autres, nous avons remis en place un bureau en gardant toujours l'appellation de ACES et nous avons fait les démarches administratives pour avoir les documents qui attestaient la reconnaissance de cette association qui est jusqu'à présent existe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc j'en étais le président et comment dirais-je, mon premier combat c'était de faire reconnaître cette amicale et avoir vraiment une structuration digne d'une véritable association d'étudiants. Et qu'aujourd'hui, à chaque fois que je suis invité dans une manifestation ou bien dans un événement de cette amicale des étudiants de Sédhiou, c'est avec beaucoup de bonheur, c'est avec un souvenir, avec une fierté légitime que je m'empresse à y prendre part. C'est ça. Vous avez fait de la philosophie politique. C'est quelque chose que beaucoup de Sénégalais, beaucoup de personnes ne maîtrisent réellement pas. C'est quoi cette spécialité de philosophie politique? Oui, la philosophie politique, c'est un peu comme le droit. Hein. La philosophie politique, c'est un peu comme le droit parce qu'il y a un ensemble d'auteurs et de textes qui sont étudiés au département de philo. Ce sont les mêmes textes et auteurs que vous allez retrouver à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, nous avons plus ou moins en partage cet ensemble de connaissances, cet ensemble de matières, mais dont les approches ne sont pas forcément les mêmes. Parce que le droit, par exemple, relève plus de la technique. C'est surtout, c'est vrai, il y a, comment dirais-je, il y a le droit en tant que matière apprise, mais c'est surtout du point de vue de l'application. Ceux qui sortent là-bas, il y en a qui sont dans l'enseignement du droit, mais il y a aussi les praticiens du droit. Alors qu'au département de philosophie, on ne forme pas des praticiens du droit, mais on forme plutôt des acteurs qui réfléchissent sur l'évolution du droit, parce que le droit fait partie des sciences humaines. Ça fait partie des sciences humaines. Donc ça évolue, c'est pas permanent, c'est pas constant, c'est pas figé, c'est pas rigide, c'est évolutif. Voilà. Parce qu'il y a le droit positif qui varie d'un cadre social à un autre. Donc tout ceci a des implications philosophiques qui font que à chaque époque, à chaque moment, il y a cet impératif de réfléchir et de renouveler un peu les connaissances en matière de droit et de législation. En tant que philosophe, vous avez une référence. Oubliez si c'est Hegel, si c'est Platon, et vous avez même porté votre sujet de mémoire quelque part sur lui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre référence en matière de philo? Oui, bon, en philo, j'ai beaucoup de références. J'ai beaucoup de références. Sur le plan académique, mes travaux ont porté sur la philosophie politique de Hegel. George Wilhelm Hegel, philosophe allemand. Philosophe allemand très célèbre, très connu et réputé même difficile. Mais j'ai quand même travaillé sur lui et je ne l'ai pas regretté parce que j'ai eu la chance d'être encadré par de grands professeurs, comme Mamoussé Diagne, qui fut mon directeur de mémoire. Et j'ai travaillé avec Semou Pategay, feu Semou Pategay, regretté Semou Pategay, qui fut aussi mon encadreur pour mon diplôme d'études approfondies. Semou Pategay, qui m'avait encadré aussi pour le doctorat. Donc après, il a été rappelé à Dieu et voilà, paix à son âme.
Je profite de l'occasion. Voilà. D'accord. Après, vous étiez dans l'enseignement de la philosophie. Qu'est-ce que vous retenez comme leçon principale dans cet enseignement philosophique? Oui, l'enseignement de la philosophie, donc, j'en suis vraiment fier. J'ai été satisfait de ce que je faisais parce que non seulement quand j'enseignais, je renouvelais mes connaissances, la confrontation avec les collègues, avec les élèves, donc ce partage-là m'enrichissait davantage. Et pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan relationnel. Aujourd'hui, je suis toujours ému d'entendre un ancien élève me dire « Monsieur, vous vous souvenez de moi ?» Parce qu'ils sont devenus de grands cadres, ils sont dans tous les corps de l'administration, ils sont dans l'armée, ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les banques, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, c'est toujours avec beaucoup de joie que je les rencontre et que l'on se souvienne des moments passés ensemble, de ce partage de savoir qui nous avait liés et qui a fait de nous des membres d'une même famille finalement. D'accord, vous avez été professeur, mais cette envie de vouloir aller à la quête de la connaissance, du perfectionnement, de ne pas se limiter à cet enseignement, vous avez passé le concours de l'ENA. Pourquoi cette option de toujours apprendre, de toujours percer vers le haut? Bon, mon départ, si vous voulez, du ministère de l'Éducation vers, vers la haute administration, c'est moins une ambition intellectuelle qu'une ambition professionnelle. Parce que intellectuellement, je pense que je ne pouvais pas trouver mieux que l'enseignement ou bien les études philosophiques. Mais professionnellement, le corps professoral, pour ne pas dire les enseignants de façon générale, c'était ma conviction, c'était mon opinion, que les enseignants n'étaient pas traités comme il le fallait. Et ils n'avaient pas tout le respect qui leur revenait, qu'ils méritaient. Ils n'avaient pas le traitement aussi salarial qu'il fallait. Donc là, je m'étais engagé dans le syndicalisme. Nous étions les membres fondateurs du SAEMS, SNEMS, qui sont devenus les deux syndicats qui ont fusionné pour donner naissance au QSEMS. Donc, je suis membre fondateur. Et jusqu'à ce jour, je peux dire que je suis membre parce que je cotise syndicalement, je cotise toujours. Je suis retenu, il y a une retenue à la source. Donc, c'est parce que je me sens toujours membre de cette famille enseignante. Vous voyez. Donc, après, je me suis dit, bon, comme le corps est dans cette situation, que moi, je ne peux pas changer le corps. Et malgré nos luttes, nous ne pouvons pas changer le corps. C'est là que j'ai décidé de changer de corps. J'ai quitté le corps. J'ai changé de corps. À défaut de changer le corps, on peut changer de corps. C'est ce qui m'a amené à l'École nationale d'administration. Maintenant, je suis dans le corps des commissaires aux enquêtes économiques. Après, vous n'êtes pas limité à cela. Vous avez décidé de glisser vers le terrain politique. Et qu'est-ce qui fait que André Fossard est devenu un politique? Bon, je pense que je n'ai pas glissé vers le terrain politique parce que j'ai été très tôt dans la politique. Très tôt. Quand j'entrais au collège, il y avait déjà, ça a coïncidé avec une année électorale. Une année électorale. Donc c'est comme aujourd'hui, on parle plus de politique que d'autres choses. Effectivement. C'était en 88. Et, comment dirais-je, la politique était tellement en fait d'actualité que même malgré cet âge, nous savions plus ou moins ce qui se passait.
Donc, on a commencé à avoir des opinions. On a commencé à savoir ce qui relève de la justice ou qu'est-ce qui est une manifestation injuste, les répressions, etc. Et donc, cette année, nous avons même perdu l'année parce que l'année a été décrétée année blanche. Ok. Vous avez vécu cela alors? Oui. Année blanche. On a perdu. Donc, je peux dire qu'on a perdu 12 mois de salaire. C'est comme aujourd'hui, on vous prend 12 mois de salaire. Donc, on a perdu l'année. C'est ça. On a repris. Et donc, comme les principaux antagonistes, c'était le parti socialiste et le parti démocratique sénégalais. Donc, il y avait d'autres partis aussi, les partis de la gauche, par exemple. Voilà. Donc, nous avions plus de sympathie pour le parti d'opposition. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais à notre âge, on était plus enclin à être du côté de l'opposition qu'à soutenir le parti au pouvoir. Parce qu'à notre époque, tout ce qui n'allait pas, on pensait que c'est le régime qui est en place, qui ne fait pas le boulot. Donc, du coup, naturellement, on devient des opposants. C'était avec Andy Diouf? Oui. J'ai dit, il y avait les principaux antagonistes, c'était le PDS et le PS. Mais nous, on militait déjà dans le parti de Landing Savané. Andy Diouf, MRDN. Avant de devenir PADS. Donc MRDN, moi j'étais tout jeune, mais tous mes oncles, les frères de mon père, étaient très actifs dans le parti AJ. Oui, c'était vraiment des militants convaincus, engagés de AJ-PADS. Donc j'ai eu leur influence et j'ai très tôt même intégré les structures de AJ-PADS parce que j'étais membre du MEAJ, Mouvement des élèves et étudiants de Andy Diouf. Et je me souviens que j'ai siégé comme représentant de bureau de vote en 1993 à Samekanta pour le compte du candidat Landing Savané. C'était en 1993. J'étais très jeune. J'étais en classe de seconde, première comme ça. Mais ça, je ne le savais pas. C'est vrai qu'à l'époque, le AJ-PADS, même quand on arrivait à l'université, après qu'on a glissé vers le PDS qui a pris le pouvoir du côté des étudiants, mais Andy Diouf, dès ma première année, était un parti qui avait vraiment une assise forte dans le mouvement étudiant. Donc après, vous avez cheminé avec ce parti d'opposition, mais finalement, vous êtes retrouvé dans l'APR. Comment ça s'est passé? Oui, donc, on parlait de mon passage à AJ-PADS. Bon, MRDN devenu AJ-PADS, c'est-à-dire plus grand parti africain voilà, pour la démocratie et le socialisme. Et avec ce parti, nous avons contribué à la première alternance politique au Sénégal. En 2000. En 2000. Donc, les leaders de l'opposition, la grande majorité en tout cas, ils avaient renoncé à leur candidature pour soutenir une candidature qui était celle de Maître Abdoulaye Wade. Et par la force des choses, on est arrivé au pouvoir en 2000. Donc, 2000, au tout début, ça allait ça allait mieux. Mais après, Andy Diouf a connu des tensions internes, un conflit qui a débouché même sur la fraction du parti en deux. Une partie est partie avec le camarade Mamadou Diop Decroix. Et l'autre partie est resté avec Landing Savané. Donc, moi, personnellement, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Donc, parce que quand on est arrivé au pouvoir, avant, on était plus ou moins misérable. On travaillait difficilement, on n'avait pas les moyens, mais l'engagement était là. On était très, très engagés. Mais quand on a commencé à avoir des moyens, au lieu que l'on soit plus efficace,
j'ai eu l'impression que la plupart d'entre nous avaient commencé à s'embourgeoiser, ce qui est contraire à l'éthique de la gauche. Effectivement. Donc, le parti, c'est comme ça que le parti a connu une chute, explosion, une chute vertigineuse, et on a eu du mal à nous relever. Donc, moi, personnellement, j'ai suspendu mes activités politiques, je ne fréquentais plus le siège. Jusqu'en 2000, bon, j'étais dans l'enseignement et un peu dans le syndicalisme. Depuis l'école normale, j'ai commencé le syndicalisme avec mes amis Moustapha Sow et autres. Donc, on est parti au lycée, on a continué dans le syndicalisme. Bon, et quand j'ai quitté l'enseignement, j'ai intégré la haute administration et je regardais un peu l'évolution politique du pays. Je me suis dit que non, écoutez, les idéaux portés par ce parti naissant, qui est l'APR, malgré ces idéaux-là, j'en suis porteur aussi. Parce que non seulement comment dirais-je, le sigle du parti APR, c'est-à-dire la dénomination Alliance pour la République. Alliance pour la République. La République a une résonance telle en moi que j'ai eu du mal à résister. Donc j'ai intégré pour les idéaux républicains qu'incarnait ce parti. Et aussi, le parcours du leader m'avait beaucoup inspiré aussi. Macky Sall. Macky Sall, il a eu un parcours politique extraordinaire. Il est passé par tous les points, tout. Notamment l'AJ-PADS. Oui, il est passé pas même ça, mais du point de vue des responsabilités. C'est-à-dire, il a commencé jeune fonctionnaire, directeur général, même chef de bureau, directeur général, ministre de grand ministère de souveraineté. Vous voyez, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc vraiment, si on donnait des ballons d'or en politique, peut-être qu'il en aurait eu plusieurs. Et président de la République. Vous n'avez pas eu de regret de cheminer avec lui politiquement? Aucun. J'assume entièrement mon compagnonnage ou bien mon appartenance à l'Alliance pour la République. Et je suis républicain, quel que soit ce qui va se passer demain ou après-demain. Je reste républicain. Le parti même peut disparaître. Mais moi, républicain, je reste. Jusqu'à l'infini. Oui, je suis républicain. Mais je crois en la République. En la République, effectivement. Nous y croyons tous d'ailleurs. Comme on le dit, la res publica, la source de tout le monde, je pense bien. Mais et pourquoi, avec tout votre parcours, tout ce parcours, ce brillant parcours intellectuel, professionnel, vous n'avez jamais eu la confiance de Macky Sall de gérer un ministère parce que les compétences sont là, politiquement, intellectuellement, professionnellement. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Non, je ne pense pas qu'il soit question de quelque chose qui a marché ou qui n'a pas marché. Vous savez, le président de la République, il a un pouvoir discrétionnaire. Donc, il nomme à tous les emplois civils et militaires. Effectivement. Donc, ça, c'est son pouvoir discrétionnaire. Oui. Bon, moi, je n'ai pas été demandeur. Bon. Mais j'ai eu sa confiance quand même. J'ai eu sa confiance parce que, au moins, j'ai été nommé à 2 reprises par décret. Actuellement, le poste que j'occupe, je l'occupe par son décret. D'accord. J'ai été nommé directeur de l'insertion professionnelle en 2017 par décret. En 2020, j'ai été nommé inspecteur des affaires administratives et financières par décret. Et ça, c'est une matérialisation de la confiance de l'autorité. Effectivement. Principalement du chef de l'État. Parce que c'est sa signature qui est apposée au bas des décrets. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'a pas eu confiance en moi. Maintenant, quand il s'agit d'occuper d'autres postes essentiellement politiques, là, ce n'est pas une des raisons de mes engagements politiques. Je ne suis pas juriste, vous le savez. Mais
Ousmane Sonko n'est pas encore candidat. Ouais. Je ne sais pas, peut-être c'est par abus de langage que l'on parle du candidat Ousmane Sonko. Mais pour le moment, il n'y a pas de candidat. Mais il n'est pas encore condamné aussi. Non, il n'y a pas de candidat. Je ne parle pas de lui, il n'y a pas de candidat. Pour le moment. Il n'y en a plus, il n'y a pas encore de candidat. Il n'y a pas encore de candidat. Effectivement. Il y a des prétendants à la candidature. Il y a beaucoup d'étapes. Tout à fait. Ousmane Sonko n'est pas encore candidat. Comme voilà. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba. Effectivement. Ouais. Il est prétendant à la candidature. Parce qu'on a le parrainage. Ouais. Après le parrainage, on a le dépôt des candidatures. Et de la caution aussi. Effectivement. C'est quand le Conseil constitutionnel arrêtera la liste des candidats que chacun des inscrits sur cette liste mériterait le nom de candidat. C'est ça, absolument, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais comment... Maintenant, pour que Ousmane Sonko soit candidat, il y a des règles, parce que la politique, c'est comme un sport quelconque. Football, tennis, boxe, etc. Chaque sport, chaque jeu a ses règles, qu'on appelle les règles du jeu. Voilà. Quand vous n'êtes pas en phase avec les règles, on dit que vous êtes en faute ou bien vous avez fauté. Vous voyez? Et chaque faute est sanctionnée. Comme le mérite aussi est sanctionné positivement. Quand vous fautez aussi, vous pouvez être sanctionné négativement. Et il y a des arbitres. On ne peut pas se substituer. Chacun est à sa place. Le militant, il joue son rôle de militant. Le leader joue son rôle de leader de l'équipe. Et l'arbitre joue le rôle de l'arbitre. Les supporters jouent le rôle de supporters. Mais quand on veut tout mélanger, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, ça devient de l'anarchie. Et on ne peut pas évoluer dans l'anarchie. Mais est-ce que, comme le disent certains observateurs, est-ce que parfois l'administration, qu'elle soit judiciaire ou autre, parfois n'est pas utilisée dans le but d'écarter certains de la candidature? Oui, mais si c'est utilisable, on l'utilise. Si ce n'est pas utilisable, on n'utilise pas. Tout ce qui est utilisé a été utilisable. Si même la justice? Si la justice est manipulable, elle sera manipulée. Ok. Si on ne peut pas la manipuler, elle ne sera pas manipulée. Elle ne sera pas manipulée. Quel que soit l'instrument, parce que c'est un instrument, ce sont des instruments. L'armée, c'est un instrument. L'école, c'est un instrument. Ce sont des instruments de l'État. Ce sont des instruments. On les utilise maintenant. À quelle fin? C'est ça le problème. On doit les utiliser. On doit utiliser la justice. On doit utiliser l'armée. On doit utiliser l'école. Mais à quelle fin? À quelle fin? À quelle fin? Pour l'intérêt général. Effectivement. Pour la sauvegarde, la protection de l'intérêt général. Protection de l'intérêt général. Quel qu'en soit le prix. Parce que c'est cet intérêt général qui nous met ensemble, qui fait que vous et moi pouvons discuter tranquillement, que vous et moi pouvons circuler sur l'autoroute sans se cogner. C'est ça. Parce qu'il y a des règles. Merci.